nous avons une carte mère iPhone 13 avec beaucoup de pins arrachés. Donc là, ici, ce sont des pins qui sont vraiment très arrachés sur la carte mère iPhone 13. Donc, le téléphone a subi un accident, un choc, c'est quitté au 3e niveau d'étage, puis c'est tombé. Donc, sur le microscope, voici un peu à quoi ressemble la partie A. Les pins qui sont vraiment arrachés, c'est très arraché, c'est très endommagé. Donc, je vais essayer de vous montrer comme ceci. Attendez, je calibre bien mon microscope, tu vois. Il y a beaucoup de lignes arrachées. Et le téléphone a perdu sa baseband. Donc, il n'y a pas la baseband, il n'y a pas le Wi-Fi. Donc, ça n'a plus le programme interne du modem. Pourquoi? Parce qu'il y a des lignes qui sont déconnectées sur la carte mère. Donc, les lignes, ce que vous voyez, ce sont des lignes de sandwich board ici. Ces lignes, ils sont responsables de la communication entre la partie A de la carte mère et la partie B. Donc, voici un peu la partie B ici. La partie B a l'air d'être en très bon état. Je ne sais pas si la caméra est bien claire. La partie B a l'air d'être en très bon état. Mais malheureusement, ici, on a des lignes, des pins qui sont arrachés, qui se sont arrachés et qui sont calés sur la carte mère. Donc, du coup, le client nous a ramené, il n'a pas accès au Wi-Fi, il n'a pas accès au Bluetooth, il n'a pas accès au réseau, hein, donc la SIM card ça ne fonctionne plus. Voilà. Maintenant, ici, oui, ça c'est la partie A. Le téléphone s'allume très bien, mais malheureusement, pas de programme interne du modem, pas de baseband, pas de Wi-Fi. Et comment parler à cette situation? Pour le moment, je ne peux pas conseiller le swap partie B parce que déjà la partie A également est endommagée vu qu'il y a les pins qui se sont arrachés. Certains techniciens vont préférer faire le swap partie A également et faire aussi un swap partie B. Certaines personnes vont faire le swap partie B directement et préférer rattraper les lignes et pins arrachés. Mais de mon côté, je vais d'abord essayer de rattraper les pins arrachés, ensuite connecter ces appareils, ces deux cartes dans des eye sockets pour pouvoir tester si on a la baseband, donc si on a le programme interne du modem. Et maintenant, pour rattraper ces pins, on va d'abord essayer de voir de quel pin il s'agit exactement. Donc pour cela, je vais passer au microscope comme ceci. Donc une fois au microscope, là, on voit, il y a ce pin-ci qui est arraché, celui-ci qui est arraché. Donc, ils sont nombreux qui sont arrachés. Donc, on a ceux-ci qui sont arrachés, 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 arrachés. Si eux, ils sont arrachés, ça veut dire qu'il y aura problème de communication avec la partie B. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire si ce pin-ci là, ok? Ça veut dire que si le pin-ci, par exemple, celui-ci est arraché, il ne va pas communiquer avec la partie B. Ça veut dire s'il y a un pin qui communique avec le Wi-Fi, la puce Wi-Fi qui est juste ici, du coup, et qu'il est arraché, il y aura rupture de communication. Donc, le Wi-Fi ne va plus s'activer ainsi que le Bluetooth. S'il y a également des pins qui communiquent avec la baseband, également, on ne va plus avoir la baseband. Le téléphone ne va plus voir le réseau, ça ne va plus détecter le réseau. Ça va perdre le programme interne du modem. S'il y a des pins qui communiquent avec la baseband PMU, également, on va perdre l'alimentation. Donc, la baseband PMU ne pourra plus s'alimenter correctement pour pouvoir alimenter la baseband qui est tout simplement ici. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'abord, premièrement, quand on a ce type de problème, des pins arrachés, il faut d'abord qu'on puisse restaurer ces pins-là automatiquement. Donc, on va devoir le rattraper. Et pour le rattraper, il y a plusieurs techniques, ok? Il y a plusieurs techniques. Donc, certaines personnes vont utiliser des petits couteaux pour pouvoir gratter les lignes là afin de repositionner l'étain pour reformer les lignes. Ok. D'autres vont utiliser des petites machines comme ceci, donc des petits appareils comme ceci qui va permettre directement d'atteindre les couches de la carte mère. Donc, avec celui-ci, c'est numérique. Donc, dès que je appuie comme ceci, regardez. Ça tourne directement à partir de la tête-ci. Ça me permet de reformer les boules là, ok? Donc, sans plus tarder, je vais un peu aller sur le schématique pour qu'on essaie de voir les lignes qui sont réellement arrachées. Voilà, une fois sur le schématique ici, une fois d'abord sur le microscope, ok? On va aller sur la partie schématique de notre ordinateur. Bon, on va voir qui est vraiment arraché et il sert à quoi exactement. Donc, sur la partie A, tout simplement ici, à côté du processeur, à côté du CPU, là, parce que là, on est sur le board view. On peut aller sur l'image réelle pour vous confirmer exactement qu'on est sur la partie A. Puis on retourne sur le board view. Une fois sur le board view, toutes les lignes en couleur gris, ce sont les lignes GND, donc les masses.
les masses sont encore les GND. Donc, on n'est pas obligé de les rattraper. Donc, vous pouvez les ignorer, OK? Ce sont des lignes qui sont en orange comme ceci. Donc, en fait, avec cette couleur que vous devez forcément restaurer sa ligne. Vous devez forcément restaurer sa valeur. Vous voyez ici, on a des lignes qui ont on a des pings avec des numéros comme 288. Ça, c'est sa valeur diode. Donc, vous devez mesurer cette valeur diode ici. Là. Donc, vous devez avoir sur votre multimètre une valeur approximative à 0,250 à 300 millivolts. Donc, par défaut, sur le schématique, ils ont mis 288. Donc, vous devez l'avoir ça sur votre multimètre pour vous rassurer que la ligne a été restaurée. Maintenant, que fait cette ligne-ci vu qu'elle est arrachée sur la carte mère? Une fois cliqué sur la ligne, comme ceci, on a le nom qui s'affiche sur le pop-up. On a le nom, on a d'abord la ligne PCIe qui s'affiche, qui signifie le protocole Peripheral Component Interconnect Express, qui est un peu comme une ligne de transfert de communication, enfin une ligne de communication à très haut débit, un peu comme la fibre optique. Donc là, on a la PCIe ainsi que la ligne GP2, donc General Processing. Et par la suite, on voit AP. AP veut dire que la ligne se communique avec le processeur. AP signifie Application Processor. To WLAN, donc ça communique avec le Wi-Fi. WLAN, c'est la puce Wi-Fi, donc le Wireless Local Area Network. Et par la suite, on a l'acronyme RF Clock, donc la Reference Clock. C'est une ligne qui envoie le signal de fréquence. Donc, on peut dire une fréquence de référence sur la puce Wi-Fi. Donc, ça envoie une fréquence positive. Donc là, ici, vous constatez que ça va directement sur qui? CPU, donc le master, le CPU. Et une fois sur le CPU, ça va renvoyer sur qui ici? Sur la puce Wi-Fi. OK? Donc, ça passe par qui? Ça passe par qui? Ça quitte du CPU, ça passe par l'interposeur, donc les pings de rébillage pour atteindre la partie B tout simplement ici. Et par la suite, ça atteint le Wi-Fi. Et si cette ligne est endommagée, ça veut dire que le Wi-Fi ne pourra plus recevoir le signal de synchronisation qui est encore appelé le clock. Et là, on est sur quoi? Sur le clock des données positives, donc le RF. Le ref clock, reference clock positif. Ainsi que la ligne qui est ici arrachée. Donc ici, on a la ligne toujours PCIe qui fait la communication entre le CPU, qui est le AP, vers la WLAN, donc le Wi-Fi. Et on a le reference clock négatif parce qu'on a toujours besoin de la donnée positive et la donnée négative pour qu'un signal puisse s'activer et fonctionner correctement. Maintenant, on a également les lignes qui sont arrachées ici. L'autre ligne ici également est arrachée. La ligne, c'est toujours, vous voyez, ça fait toujours référence au Wi-Fi. Le Wi-Fi utilise le protocole PCIe ainsi que la NAN PCIe ainsi que la baseband PCIe pour communiquer avec le CPU. Vu que le PCIe, c'est une ligne de communication, donc un protocole de communication à très haut débit, similaire à la fibre optique, similaire un peu au gigabit. OK? Donc, ces données-là, grâce au PCIe, ça fait que les données communiquent, ça transite très rapidement. C'est un peu comme si vous êtes en train de lire une vidéo enregistrée dans la mémoire de votre téléphone. Vous voyez la vidéo lit fluidement sans toutefois s'arrêter comme si vous avez des pertes d'Internet ou bien des flux d'Internet. Parce que c'est là où intervient le PCIe. C'est différent des protocoles I2C, donc les I2C, c'est différent des I2C, c'est différent des I2S, c'est différent également des SPI. OK? Donc là, le PCIe, c'est le protocole à très haut débit pour la communication. C'est pour cela qu'on l'appelle le Peripheral Component Interconnect Express. Vous allez le trouver également sur les ordinateurs. Donc la plupart des ordinateurs fonctionnent avec les protocoles PCIe. Donc c'est très important de maîtriser les cours sur les protocoles d'abord pour pouvoir mieux faire des diagnostics sur les ordinateurs. Et c'est que sur les téléphones. Donc on va plus se focaliser sur les téléphones. Donc la maîtrise des protocoles, c'est très capital. Protocole I2C, PCIe, SPI, I2S, etc., etc. Il y en a plusieurs. OK? Donc là, on est d'abord sur notre schématique. C'est très, très important. Je vais de nouveau encore parcourir certaines lignes. Donc, on va aller sur la ligne segment qui est aussi une ligne arrachée sur notre carte mère. Ça a toujours à voir avec qui? Avec le Wi-Fi. Donc, on va sur la ligne WLAN TX. Donc, on a le PCIe, GP2, AP, tout. WLAN. TXN veut dire transfert. X veut dire la donnée, donc transfert négatif. N là, c'est négatif, OK? Maintenant, ici, on a la ligne également qui est la ligne quoi? PCIe. On a la ligne PCIe, General Processing 2, AP from WLAN Receive Data Positive. Donc, on a la ligne RXP qui est la ligne de réception. L'autre était la ligne de transfert. Bon, vous voyez que tout ça, ça travaille avec le Wi-Fi. C'est la raison pour laquelle le Wi-Fi ne fonctionne pas. On a également la ligne ici qui s'appelle la ligne 1 vol 8. Donc, c'est une ligne d'activation. En fait, une ligne pour d'alimentation ainsi qu'une ligne d'activation. C'est également arraché. On va ici à côté également. On a quelle ligne?
Vous voyez pourquoi la baseband est partie. La baseband également, donc on a perdu le programme interne du modem parce que on a une ligne tout simplement ici qui n'est plus fonctionnelle. Parce que vous devez savoir que pour que la baseband puisse s'activer, la baseband doit communiquer correctement avec le CPU, via le protocole PCIe. Donc, toute la ligne PCIe entre CPU et baseband doit être en bon état. La baseband également doit être bien alimentée par la baseband PMU et également que le clock également, donc la baseband également doit bien communiquer avec son clock, vu que le clock est là pour synchroniser les informations entre la baseband et le processeur, etc. Et c'est quand même l'alimentation. Et aussi, la baseband également doit communiquer avec sa puce EEPROM, donc avec la petite puce EEPROM, le logic chip, pour pouvoir décrypter les informations. OK? Donc là, maintenant, je vais repasser sur le schématique. On va revenir tout simplement ici. La ligne ici qui est coupée, c'est quelle ligne? Ça s'appelle la ligne CLK, veut dire clock. Donc on a la ligne CLK, donc le clock to BBPMU, dans la baseband PMU, la puce d'alimentation de la baseband, to Dotara. Dotara, c'est qui? C'est la charge sans fil. Donc la puce qui contrôle la charge sans fil. C'est une ligne qui émet une fréquence de 38 MHz. OK? Donc 38 MHz. C'est pour ça que vous voyez, on a commencé par la ligne clock, CLK. Le clock, c'est la ligne de la fréquence. Maintenant, ici, on a également la ligne qui est coupée, qui fait toujours référence à la puce de la charge sans fil Dotara. Parce qu'à partir des séries de iPhone 8 jusqu'au 11 Pro Max, la charge sans fil de l'iPhone est contrôlée par une puce qui s'appelle Ictara. Maintenant, à partir des séries 12 déjà, le iPhone maintenant est contrôlé par la charge sans fil. Maintenant que Apple a changé le nom, maintenant le nom ça s'appelle la Dotara. OK? Donc là, ça devient maintenant plus facile. Je vais pouvoir vous expliquer encore ici, toujours sur le schéma. Donc ici, on a la ligne quoi? On a ici exactement, on a la ligne, je vais revenir là. On a la ligne GPIO, donc General Processing Input Output. Ça fait référence au CPU. Ça communique avec qui? C'est Dotara, dans la puce de la charge sans fil. Qui? Il communique avec qui? Donc la Dotara communique avec la baseband PMU. Et il envoie un signal quoi? Un signal de clock, dans la CLK, dans un signal d'activation. EN veut dire enable. Donc c'est un signal d'activation. Donc si vous regardez bien ici, ça part sur qui? Ça va venir ici. La puce que vous voyez là, c'est le Charging IC. Le Charging IC, sur les séries 13, ils ont combiné une fois ça. Donc, ça veut dire la puce de charge aussi gère une partie de communication avec la charge sans fil. Vu que les deux, parce que la charge sans fil rend compte à la charge sans fil. Donc, la charge par induction rend compte à la puce de charge en question. Vu que la puce de charge, c'est elle qui charge réellement la batterie et qui fait augmenter le pourcentage. OK? Donc, cette ligne ici passe par l'interposeur pour atteindre la partie B ici. Donc, pour atteindre la partie B, la carte RF et pour aller sur qui? Sur la BBPMU, la baseband PMU. Donc, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Ici également, regardez. Là, ici, je pense que, OK. Ici, là, on a également les pins qui sont arrachés. Cette pin, ça s'appelle comment? Ici, nous avons la pin du clock. La pin, ça fait référence au clock de la baseband PMU to NFC. Donc, en fait, la baseband PMU communique avec le NFC. Le NFC, c'est la puce qui contrôle, qui sauvegarde les mots de passe, tout ce qui a trahi avec les mots de passe, les paiements électroniques. Donc, c'est une ligne de fréquence. Ça génère une fréquence de 38 MHz. Donc, si on repart sur notre board view ici, on va voir qu'ici, là, ici, d'abord, voici la puce NFC, tout simplement ici. Donc, vu que le téléphone, la 4 mai a été, je vais dire quoi? Vu qu'on a les pins arrachés, déjà, même si le téléphone s'allumait, on va entrer le mot de passe ne va pas fonctionner. Donc, là, une fois qu'on va entrer le mot de passe ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que la ligne du NFC n'est plus en communication. Voici la puce NFC. Si je clique sur votre résistance, sur votre borne de la résistance, vu que les résistances fonctionnent en série, on a la ligne qui va sur la puce NFC. Et c'est elle qui conserve tous les mots de passe, toutes les informations qui concernent les mots de passe et les paiements électroniques. Et directement, la ligne également est coupée. Vous voyez pourquoi c'est important de rattraper tous les pings de la partie A, vu que quand vous avez un choc comme ceci, vous devez tout rattraper. Et ça va sur qui? Donc, juste à cliquer sur la ligne, on a ici avec qui il communique. Donc, c'est une ligne de clock de la BBPMU. Donc, ça va aller sur qui? Sur la baseband PMU, tout simplement ici. Donc, ici, parce que ici, à partir des séries 13, on a deux puces qui alimentent la baseband. Donc, on a la BBPMI-K et on a également la BBPMU-E. Vous voyez un peu? Donc, là, je vous expliquerai les différences plus tard pour ceux qui vont adhérer à ma formation en ligne. Parce que dans ma formation en ligne, je reviens sur ces schématiques, sur l'explication des termes techniques
codé par Apple pour que vous puissiez mieux maîtriser la réparation. Donc ici, ce sont test points ici. Donc, on va rattraper tous ces pings-là. C'est très important, sinon on aura des pings qui ne communiquent pas. Vous voyez également ici, on a la ligne qui fait communiquer la baseband PMU, dans la ligne GPIO. GPIO, dans le General Processing Input Output, NFC, la ligne de NFC, il communique avec la baseband PMU Clock Enable, dans la ligne d'activation du clock. Maintenant, ici, on a une ligne LDO. Dans les LDO, ce sont des sorties PMU. Dans les outputs PMU, les PMU, au niveau des PMU, on a les lignes buck et LDO. Ici, on a les lignes LDO. Donc, à partir des LDO, ce sont les lignes qui génèrent beaucoup plus de tension. Donc, on a des voltages élevés. Maintenant, ici, on a les lignes GNS3 qui a trait à voir avec les amplificateurs. C'est pour ça qu'ici, vous voyez les lignes comme les UAT. C'est pour ça que même si on ne restaure pas cette ligne, si le téléphone va s'allumer, mais on aura un problème au niveau de l'amplification du réseau. C'est pour ça que vous voyez ici, la ligne ici fait communiquer avec la SDR. La SDR, c'est la puce qu'on appelle encore la WTR. Donc, c'est très important, de comprendre d'abord tous ces termes techniques. La SDR est tout simplement ici. C'est celui que vous appelez la WTR ou le transceiver, celui qui communique entre la baseband et donc, entre la partie logique et la partie analogique. Donc, tout ce qui a trait avec les amplificateurs réseau, c'est lui qui gère tout ça. Maintenant, à partir du SDR, sur la ligne, on a quoi ici? Sur la ligne ici, on a quoi? On a le GNS. Donc, et on a le LNA, le Low Noise Amplifier. C'est très important. L5 UAT Enable, une ligne d'activation. Donc, tout ce que vous voyez ici, ça traite avec l'amplificateur réseau. Donc, par défaut, c'est normal qu'on n'a plus le programme interne du modem. Ici, on a quoi? C'est la ligne qui a trait avec le Wi-Fi WLAN à 5G, tout ce qui va avec. Je vais vous expliquer ça dans les prochaines vidéos, ok? Pareil avec ceci, tout ceci a trait avec les amplificateurs réseau. Tout ce que vous voyez déjà, on a écrit là-bas LNA, le Low Noise Amplifier. Tout ce qui est écrit, quand vous voyez déjà SDR, comprenez que ça traite avec le transceiver. Le transceiver, lui, communique entre la partie logique qui est la baseband, donc tout ce qui est numérique, et la partie analogique, tout ce qui a trait avec les amplificateurs réseau, les signaux analogiques, tout et autres là. EN, c'est une ligne d'activation. Les GND, on n'a pas besoin de les activer, ok? Vous voyez même ici, ce sont toujours les lignes qui ont trait à avec le XCVR. Le XCVR, c'est encore toujours le SDR. Juste que ça, c'est l'ancienne version. Donc, le XCVR, on rencontre encore sur les séries 11. Ok? Donc, il y a plusieurs lignes, les gars. Je pourrais vous expliquer ça pas à pas. Mais je vais continuer cela dans la formation en ligne. Ok? Donc, d'ici peu, je suis en train de concevoir la formation. Vous devez bientôt vous préenregistrer et je vais vous donner tout ce qui concerne les blocs diagrammes, les schématiques, les boot circuits, les charging circuits, les display circuits, les backlight circuits, tout, même au niveau des CPU. Pour ceux qui ne comprennent pas vraiment comment fonctionnent les CPU, les lignes qu'il faut rattraper sur le CPU, les lignes que vous n'êtes pas obligé de rattraper, comment retirer la RAM sur le CPU, comment remplacer la RAM, et comment travailler au niveau travailler sur les différentes couches des CPU, parce que les CPU ont jusqu'à 3 couches, la première couche, deuxième couche, troisième couche qu'on appelle les layer 1, layer 2, layer 3, comment faire les micro-jumps ainsi que les jumps un peu plus approfondis, et aussi maintenant en fait, les travaux qu'on peut faire sur le CPU et ce qu'on ne peut pas faire. Donc, ce qu'on ne peut pas faire sur le CPU Core, par exemple. Ok. Donc, là, tout cela, on va voir ça dans la formation en ligne. Donc, sans plus tarder, je vais aller directement à la réparation. Mais pour cela, la vidéo risque d'être un peu longue. Je vais devoir d'abord couper parce que TikTok n'aime pas les longues vidéos. Ok, les gars, on est ensemble.